Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et on se retrouve tout de suite avec Maître Jérôme Karsanti, avocat d'Anticor, qui est à l'origine d'ailleurs de la plainte contre Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice en exercice, qui est actuellement jugé par la Cour de justice de la République du 6 au 17 novembre pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. Bonjour Maître Karsanti. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé en fait de ce qui est reproché au ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, actuellement ? Oui, si vous me laissez 1 ou 2 minutes pour vous expliquer les faits. Monsieur Dupond-Moretti, avant d'être garde des Sceaux, tout le monde le sait, était un éminent avocat pénaliste spécialisé des assises. Et il avait effectivement dans son cercle d'amitié un certain nombre de personnalités politiques. Il se trouve que une enquête était diligentée par le parquet national financier pour trouver l'informateur de celui qui aurait indiqué à monsieur Nicolas Sarkozy ou à Thierry Herzog qu'ils étaient sur écoute dans une fameuse affaire Bismuth dont tout le monde a entendu parler. Il est apparu que quelqu'un avait probablement informé et donc le parquet a été chargé d'examiner ce qu'on appelle les FADET, c'est-à-dire les factures détaillées d'un certain nombre d'avocats ou de personnalités qui auraient pu donner cette information. Parmi ces personnalités, il y avait Éric Dupond-Moretti qui avait à un moment donné pu être suspecté d'avoir été cette fameuse taupe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, nous le savons. Mais lorsque monsieur Dupond-Moretti apprend qu'il a été sur écoute, et d'ailleurs on se souvient qu'il y a eu un certain émoi non seulement dans l'opinion publique, mais surtout chez les avocats, se dire qu'on pouvait voir nos factures détaillées, examinées, et en quoi ça aurait été ou n'aurait pas été une atteinte à notre exercice professionnel, à notre secret professionnel, et à la violation aussi de sa vie privée. Et donc, il dépose plainte en tant qu'avocat contre ces pratiques qu'il estime injustifiables de la part du parquet national financier. Ça, c'est à l'époque où il est avocat, il n'est pas encore ministre. Donc il est tout à fait avocat et c'est très important, vous faites bien de le souligner de nouveau. Sur ce, dès le lendemain de sa plainte, Madame Belloubet, qui est à l'époque garde des Sceaux, diligente une inspection générale de la justice. En gros, vous avez des services au sein du ministère de la Justice qui sont des organes de contrôle du fonctionnement de l'administration et qui peuvent, à ce moment-là, noter des dysfonctionnements ou des erreurs disciplinaires qui peuvent conduire à des sanctions. Donc l'inspection générale des services est saisie et va diligenter une enquête interne sur le fonctionnement du parquet national financier. Entre-temps, monsieur Dupond-Moretti pose sa robe et prend le bâton du garde des Sceaux pour devenir garde des Sceaux, ministre de la Justice, à partir du 6 juillet 2020. Ouais. Le rapport qu'il n'a pas commandé lui est remis le 15 septembre 2020. Il le reçoit entre les mains et ce rapport conclut à l'absence totale d'infraction de nature disciplinaire. Je rappelle que il avait déposé plainte, qu'il a retiré sa plainte quand il est devenu garde des Sceaux, c'est qu'il a conscience quand même qu'il peut y avoir un risque de conflit d'intérêts, mais que sa plainte visait spécifiquement 3 magistrats du parquet national financier. Or, quand il reçoit ce rapport devenu garde des Sceaux et qui ne conclut à aucune espèce d'infraction disciplinaire, il dit bien évidemment il y a un certain nombre de recommandations sur le dysfonctionnement existant au sein de la structure du parquet national financier, mais aucune infraction, aucune espèce de sanction identifiable comme potentiellement disciplinaire. Mais monsieur Dupond-Moretti, 3 jours plus tard, va saisir de nouveau l'inspection générale de la justice, alors même que rien n'est reproché à ces 3 magistrats, et va demander une nouvelle enquête concernant ces 3 magistrats qui avaient été initialement visés dans la plainte. Et donc c'est ça qu'on reproche à monsieur Dupond-Moretti, c'est en réalité d'avoir poursuivi en tant que garde des Sceaux une querelle qu'il avait lui en tant qu'avocat, et alors même que rien ne le justifiait. Autrement dit, ça s'appelle de la prise illégale d'intérêt, c'est du conflit d'intérêt, et c'est le fait d'avoir poursuivi une vengeance personnelle
alors même qu'il aurait dû comprendre que le sens de sa mission était celle de servir l'intérêt général. J'ai terminé. C'est ce qu'on a vu. Merci beaucoup pour ce récapitulatif très, très exhaustif. C'est ce qu'on a vu cette semaine, cette première semaine de procès, une sorte de règlement de compte. Il y avait François Molins, que de nombreux Français connaissent, puisqu'il était à la tête des annonces lors des différents attentats. On entendait entre les deux hommes, finalement, une rancœur où Dupond-Moretti aurait fait croire que Molins aurait voulu être garde des Sceaux à sa place, etc. Enfin, on a l'impression que c'est un procès d'entre-soi, de règlement de compte entre un avocat, un ancien avocat et des magistrats. Même si l'avocat est devenu, entre-temps, ministre de la Justice, c'est à se demander quel va être le but de ce procès. J'allais dire, ce qui sauve un peu ce procès, c'est Anticor. Alors, vous allez dire, c'est du pro bono que je fais. Non, pas seulement. C'est vous dire que d'abord les premiers plaignants de cette affaire, ceux qui ont mis en mouvement l'action publique, c'est Anticor. Ouais. Les magistrats, le syndicat des magistrats, les syndicats, puisqu'il y en a 2 qui ont déposé plainte, ne l'ont fait que 2 mois plus tard. Et Anticor s'est saisi de ce dossier, alors que Anticor n'a rien à voir avec des conflits entre avocats et magistrats. Ouais. S'est saisi de ce dossier parce qu'on a estimé que le fait qu'un ministre en exercice se serve de sa fonction pour servir un intérêt général, c'était la République et la démocratie qui avaient été malmenées, qui avaient été menacées. Et donc, le problème central posé, c'est celui qui en réalité aujourd'hui parasite beaucoup l'opinion publique, et souvent on entend ce très triste mot du tous pourri. Ce triste mot du tous pourri, c'est que parfois on a le sentiment que l'homme politique, le représentant public, a tendance à confondre son intérêt personnel avec l'intérêt général. Et on voit bien qu'à travers cet exemple qui est posé, celui de Monsieur Dupond-Moretti, c'est effectivement cette confusion, c'est-à-dire en réalité, il ne sert pas l'intérêt général parce qu'il n'y a rien contre ces 3 magistrats. Il vient simplement poursuivre sa querelle personnelle. Et donc vous avez raison et j'allais dire tort, c'est que vous avez tort de dire que c'est une querelle de magistrats parce que la question posée, c'est l'impartialité de l'État, le fonctionnement de l'État. Mais justement, effectivement, ce procès donne un peu le vertige parce qu'on est comme sur, et moi c'est le sentiment que j'ai en l'observant, puisque vous savez que même si je suis plaignant, la Cour de justice de la République a cette particularité que je ne peux pas plaider, que je ne peux pas être partie civile, que je ne peux qu'être témoin. Donc je suis un observateur engagé, comme disait Raymond Aron, c'est-à-dire que je suis là à écouter les débats et que, en tant qu'observateur engagé, c'est comme si j'avais un microscope et que je regardais comment fonctionne de l'intérieur la justice. Et ça donne effectivement le sentiment un peu du vertige. Oui, parce que est-ce qu'on peut avoir confiance en cette Cour de justice de la République quand on voit comment elle fonctionne et quand on voit que le ministre jugé est encore en fonction? Est-ce qu'il n'y a pas là quand même de la part du ministre un sentiment d'impunité ou de dire c'est finalement une péripétie qui n'ira pas très loin ce procès? Alors, il y a 2 questions dans la vôtre. Il y a est-ce que Monsieur Dupond-Moretti a raison de ne pas démissionner? Et 2, qu'est-ce que le fonctionnement de la Cour de justice de la République et son indépendance, son impartialité? Première question, la Cour de justice de la première question, est-ce que Monsieur Dupond-Moretti a raison de ne pas démissionner? C'est pas à l'avocat que je suis de le dire, mais moi je suis un observateur attentif de la vie publique et de la vie politique, et c'est pour ça que je m'engage aux côtés d'Anticor. Depuis Édouard Balladur, il y avait ce qu'on appelait la jurisprudence Balladur. Et la jurisprudence Balladur, c'était quoi? C'était dire qu'un ministre mis en examen se devait de démissionner, non pas parce que la mise en examen venait dire qu'il était coupable, il y a toujours ce régime de la présomption d'innocence, mais simplement parce que quand on est mis en examen, à ce moment-là, on estime qu'on ne peut plus exercer de façon indépendante son pouvoir, que l'exercice même du pouvoir est détruit par ce soupçon qui pèse sur la fonction, et que donc il y a quelque chose qui vient déréguler l'exercice du pouvoir et qu'il vaut mieux se démettre plutôt que de perturber. Et ça a été pratiqué pratiquement par tous les ministres. Monsieur Emmanuel Macron a été élu sur l'idée d'une grande loi de la transparence de la vie politique. Il a été élu en promouvant Monsieur François Bayrou, grand ministre de la Justice, qui n'a même pas eu le temps de faire sa première loi parce qu'il a été tout de suite mis en examen et qu'il a dû démissionner. D'ailleurs, le procès est en cours. Monsieur François Bayrou, il n'y a plus de démission. Ça a été terminé. Et aujourd'hui,
vous avez raison, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a une forme de mépris de nos institutions, une forme de mépris aussi de l'opinion. C'est de se dire qu'on peut comparaître mis en examen alors qu'on est encore en exercice, mais plus encore, on peut se dire qu'il aurait pu comparaître en ne démissionnant pas, ce qui était déjà grave à mon sens, mais au moins qu'il y ait un décret de déport, le temps du procès, c'est-à-dire qu'au moins pendant les 15 jours du procès, il ne soit pas ministre. Or, même là encore, il signe ses parapheurs et il vient devant la Cour de justice de la République, ministre en exercice, responsable hiérarchique de ceux qui l'accusent ou qui témoignent contre lui. Donc on est dans une totale absurdité judiciaire qui, à mon avis, fait mal à la politique, fait mal aux citoyens, fait mal à la République. C'est le sentiment de l'avocat que je suis. S'agissant du fonctionnement de la Cour de justice de la République, c'est une institution problématique. Elle avait été votée en 1993 à la suite de l'affaire du sang contaminé, et ça avait été un progrès entre guillemets parce que elle venait remplacer la Haute Cour de justice. Bon, et elle est totalement dérogatoire parce qu'elle vient juger les ministres qui ont commis des infractions pénales du temps de leur fonction. Elle n'est majoritairement politique puisque vous avez 6 députés, 6 sénateurs qui sont la représentation de la majorité en place. Bon là, avec les sénateurs, on a trois macronistes. En gros, on a 6 de droite et 3, un RN, un écolo et une France insoumise. Donc en gros, on a une représentation qui est assez favorable au gouvernement soutenu par Monsieur Dupond-Moretti. On va avoir 3 magistrats professionnels qui font ce qu'ils peuvent, mais qui n'ont pas la majorité décisionnelle. Vous avez un avocat général qui va requérir contre Monsieur Dupond-Moretti, mais qui a été nommé récemment par Elisabeth, sur proposition d'Elisabeth Borne, et vous avez les parties plaignantes que nous sommes, c'est-à-dire Anticor d'abord et les syndicats de magistrats ensuite, qui ne peuvent pas venir délivrer la parole qui a été la leur et qui a mis en mouvement l'action publique et qui ne pourront pas solliciter de dommages d'intérêt. Donc, on est bien obligé de faire avec cette Cour de justice de la République, qui est quand même une instance dont on peut se dire qu'elle a fonctionné. Et c'est pour ça que je ne veux pas non plus trop tirer dessus. Elle a fonctionné parce qu'on peut se dire quand même, il y a cette force de la démocratie française qui est que, malgré tout, un garde des Sceaux en exercice avec un pouvoir qui maîtrise normalement les outils du droit et les outils de la justice, peut être jugé quand même en France. C'est quand même aussi à souligner, à dire que la démocratie n'est pas si affectée que ça. Donc, on verra bien ce que décidera cette Cour, mais oui, je vous ai révélé, en tout cas souligné à mon sens, les turpitudes potentielles qui sont les conflits d'intérêts, j'allais dire, inhérents à cette institution elle-même qui vient juger des problématiques de conflits d'intérêts. Ouais. Alors, dernière question et rapidement, c'est à propos de l'agrément d'Anticor. Oui. C'est le 23 juin 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé l'agrément ministériel d'Anticor qui avait été donné par Jean Castex en 2021. Où en êtes-vous de cet agrément qui vous permet justement de déposer des plaintes au nom de la société civile ? Vous avez encore une hérésie française, c'est que celui qui nous permet d'agir en justice, qui nous donne l'agrément, c'est le garde des Sceaux. Voilà. Donc vous voyez bien que on a déposé contre le garde des Sceaux. Mais comme il s'est déporté, c'est le Premier ministre qui a donné l'agrément. Cet agrément a été attaqué par des anciens membres d'Anticor et le tribunal administratif en première instance a retiré l'agrément en estimant qu'il avait été délivré malencontreusement par le Premier ministre. Il y a un appel aujourd'hui, ça a été plaidé devant la Cour d'appel de Paris. Et chose importante, le rapporteur public, c'est-à-dire celui qui en général donne l'avis futur de la décision administrative, estime que la décision de première instance était infondée et mal fondée. Donc en fait, nous avons bon espoir de pouvoir récupérer notre agrément. Et nous avons estimé qu'effectivement cette décision était assez inique telle qu'elle a été rendue, mais ça s'inscrit, j'allais dire, dans la dérégulation aujourd'hui de toutes les associations, les soulèvements de la terre, on voit bien que ça vient d'être en parler également. Merci. Il y a tout un ensemble aujourd'hui d'attaques sur ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Absolument. Merci beaucoup, Maître Carsanti, pour votre témoignage. On va suivre bien sûr le procès d'Éric Dupond-Moretti ici sur Sud Radio. Et nous, on se retrouve dans